Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonjour et bienvenue dans la Comics Fair, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, j'ai appelé ce gros dégueulasse de Grey Pigeon. Comment vas-tu, Grey ? Salut Spades, ça c'est de l'intro sympa, hein. C'est un peu obligé vu la thématique d'aujourd'hui, quoi. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui on va parler de Zap Comics, un magazine de bande dessinée de la scène underground de San Francisco lancé par Robert Crumb et qui a connu 16 numéros parus entre 1968 et 2014. Par contre, je pense que je vais pas te demander de résumer. Alors, je peux te dire quelques trucs quand même. Pour que nos auditeurs sachent de quoi il s'agit. Un Zap Comics, comme je l'ai dit, c'est lancé par Robert Crumb avec d'autres artistes qui l'ont rejoint dans l'aventure. Et à l'époque, ils en avaient assez de la médiocrité provoquée par le Comic Code Authority. Les comics underground et tout particulièrement Zap s'en sont donc complètement affranchis avec comme unique but de ridiculiser l'autorité et d'encourager la débauche. Et comme on va le voir, ils vont plutôt réussir, hein. Alors pour parler de Zap Comics, je vais laisser juste parler Chris Ware, un grand admirateur du travail de Crumb et du magazine Zap. Il dit aujourd'hui, sans Zap, il n'y aurait pas de bande dessinée alternative, littéraire, artistique, auto-expressive ou de roman graphique. Rien que ça. Donc il y aurait rien, quoi, sans Zap. Voilà, c'est ça, Zap a tout commencé. Alors on sait pas s'il y aurait rien, mais en tout cas, c'est vraiment la base. C'est vrai. Et justement, son créateur, Robert Crumb, est-ce que tu peux nous en parler aussi ? Alors Robert Crumb a le bon goût de partager mon anniversaire. Il est né le 30 août 1943 à Philadelphie. Tu vois, j'y avais dit, c'est un anniversaire de gros dégueulasse. C'est ça. Mais il vient d'une famille catholique d'origine anglaise et écossaise. Son père, Charles, était dessinateur lui aussi, il était illustrateur de combat. Il bossait pour le corps des marines et il a même écrit un livre sur Training People Effectively. C'est comment se battre de façon efficace. Il l'a fait lui de façon illustrée. Donc en gros, c'était le Steven Seagal de son époque, quoi, son père. C'est un peu ça, ouais. Alors sauf que son père était pas cool du tout. Remarque Steven Seagal non plus, hein. Parce que le mariage de ses parents, c'était pas du tout un mariage heureux. Et Robert et ses frères et sœurs en ont beaucoup souffert, si bien que ses frères Charles et Maxon ont tous deux présenté des troubles psychiques plus tard. Et son frère Charles, c'est un grand dépressif, s'est d'ailleurs suicidé en 92. La famille a déménagé à Milford dans le Delaware en 55 quand Crumb avait 12 ans. Et ses professeurs à l'époque, ils ont découvert qu'il avait un petit talent pour le dessin. Donc tu t'imagines bien qu'ils ont tout fait pour le pousser dans là-dedans. En fait, non, pas du tout, hein. Ils l'ont essayé de le décourager le plus possible parce qu'ils estimaient tous qu'il n'avait absolument aucun talent. Bon, faut reconnaître un truc, c'est que le trait de Crumb est atypique. Alors oui et non. Ce qu'il y a, c'est que Crumb, surtout à cette époque-là, c'est un vrai caméléon. Il est capable de tout faire, changer son style à la demande, mais il peut imiter n'importe quel dessinateur. Vraiment, on retrouve aujourd'hui tous les dessins d'enfance de Crumb. J'ai du mal à comprendre pourquoi ces enseignants essaient de le dissuader. Probablement, à mon avis, parce que dessinateur, c'est encore considéré comme pas vraiment comme une carrière sérieuse. C'est sûr. Puis à mon avis, il devait déjà proposer des dessins peu pas de son âge. Alors justement, j'y viens, parce que Robert, avec son frère Charles, il dessine tout le temps. Et Charles, qui est un petit peu plus vieux, il a aussi beaucoup de talent. Et lui, il est complètement fasciné par l'île au trésor. Ça, c'est une bonne obsession. Ouais, parce que c'est quelques années après la sortie du film, qui date de 1950, et il dessine son propre comics autour de Bobby Driscoll. Alors, Bobby Driscoll, c'est l'enfant star du film. Et la raison pour laquelle il fait ça, Charles, c'est parce qu'il est obsédé par Bobby, mais sexuellement. Il a une vraie fascination pour l'acteur, hein, qui est un enfant comme lui. Mais voilà. Et c'est ce qui va. Le problème, c'est peut-être pas tant que ça soit un enfant comme lui. Le problème, c'est que ça soit peut-être un garçon comme lui qui dérange le monde. Ça dérange le monde et ça dérange Charles, qui va être en fait, qui va avoir des tendances pédophiles toute sa vie. Ah oui, en fait, forcément. Et qui va tout faire pour les combattre. Et c'est ce qui va provoquer son suicide d'ailleurs en 1992, parce que il n'a jamais succombé à ses pulsions, mais il va vivre avec toute sa vie. Alors Robert va aider son frère et son style graphique à l'époque est directement inspiré par Karl Barks, et donc le dessinateur de Donald, et Walt Kelly, le créateur du strip Pogo. Alors il se fiche éperdument des comics de super-héros qui étaient populaires encore à la fin des années 40. Lui, donc Charles, est fasciné, comme je disais, par les jeunes garçons stars de cinéma.
Crumb, lui, enfin Robert, il est très jeune, excité sexuellement par Bugs Bunny. Pardon ? Oui. À l'âge de 5 ans, en fait, il dessinait lui-même ses propres histoires d'animaux, ce qu'ils appelaient à l'époque les animaux drôles. Et Bugs Bunny l'excitait. Ok. Et un petit peu, donc quelques années plus tard, à l'adolescence, il va créer la première incarnation de Fritz, le chat qui va le rendre célèbre. Et c'est à l'adolescence que Robert va... Je vais l'appeler Robert ou Crumb. Quand je parle de Crumb, je parlerai bien de Robert plus tard, et pas de ses frères. Il va réaliser qu'il y a une incompatibilité totale entre les valeurs chrétiennes de la génération de ses parents et les siennes. Lui, il est beaucoup plus libertaire. Dès le lycée, il se rend compte qu'il est socialement inapte. Il est impossible pour lui de rentrer dans la norme. Et il est ouvertement obsédé par le sexe. Et on est aux États-Unis dans les années 50, donc c'est une société très puritaine. Et donc ces objets de fantasme sont passés de Bugs Bunny à Sheena of the Jungle. Normal. Voilà. Et son truc, c'est d'embêter ses camarades de classe de sexe féminin avec ses pieds. Il passe son temps à faire ça. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que avec ses pieds ou les pieds des camarades ? Alors, il embête les pieds de ses camarades avec ses propres pieds à lui. Ok, il fait du pied, quoi. Voilà, c'est ça. Mais sans arrêt. Il va revenir dans un épisode de Zap, dans un Zap Comics là-dessus, en prétendant que c'était l'inverse. Et dans d'autres strips, il reviendra sur l'ensemble de sa vie et va remontrer notamment cette séquence de son adolescence. Alors, le gros problème de Crumb à cette époque-là, c'est que ses camarades de classe lui répondent pas beaucoup, parce que faut dire que Crumb, disons-le tout net, a un physique disgracieux. C'est l'archétype du nerd. Le grand gars pas du tout baraqué avec des grosses lunettes et des boutons, c'est Robert Crumb. Alors une fois le lycée terminé, son diplôme en poche, il va déménager à Cleveland, où il est embauché par American Greetings pour, accroche-toi bien, dessiner des cartes de vœux. Oui, pourquoi Quand tu connais le style de Crumb, c'est ce qu'il va dessiner par la suite, c'est assez rigolo. C'est sa première expérience de vie d'entreprise, le fameux 9 à 5, de 9h à 5h de l'après-midi. Et autant te dire qu'il va pas beaucoup aimer ça. En plus, tu peux, donc comme je te le dis, pour les cartes de vœux, son dessin doit être le plus inoffensif possible. Alors, il va garder ce travail 4 ans, ce qui est assez dingue, encore une fois, mais en fait, elles vont lui servir à affiner son style. Et c'est à cette époque aussi qu'il va rencontrer et se marier avec la première fille qui veut bien de lui, Dana Morgan. Et là, ce mariage va vite couronner de tours, parce que Crumb s'ennuie au travail, s'ennuie à la maison, et on arrive au milieu des années 60, et il va trouver un moyen de s'évader, le moyen que tous les jeunes de l'époque qui veulent s'évader vont trouver, le LSD. Selon les propres mots de Crumb, l'expérience psychédélique était indescriptible. Mais le problème, c'était le retour à la réalité qui était à chaque fois plus difficile. Et donc cette version de la réalité que Crumb avait fini par accepter à contre-cœur, il va finir par la rejeter complètement. Et en janvier 1967, après avoir parlé avec des amis dans un bar de Cleveland, il décide de tout laisser tomber. Travail, femme et enfants, car oui, ils ont eu un fils entre-temps. Et il part à San Francisco, le haut lieu de la culture hippie. Ça, il y en a beaucoup qui sont partis en même moment. Ouais. Et d'ailleurs, Crumb, en partant, il avait une vision un peu idéalisée du Summer of Love à San Francisco. Et là, c'est encore pire que ce qu'il imaginait, pire ou mieux, selon le sens dans lequel tu prends. Il va pas être déçu. Il va littéralement se gaver d'hallucinogènes en tout genre. Et il va profiter de l'espèce d'anarchie ambiante qui règne à ce moment-là en Californie. Que ce soit pour la consommation de stupéfiants. Alors les expériences sexuelles toutes azimuts, tout va y passer. Mais aussi d'un point de vue artistique. Parce que c'est là que son talent va exploser. Et ce dont il n'est pas habitué, c'est que la reconnaissance va suivre, à un point qu'il n'imaginait pas du tout. Il va devenir très vite une vraie figure de l'underground local, et il va devenir mondialement célèbre grâce à une pochette d'un album du groupe de Janis Joplin. Le groupe s'appelle Cheap Thrills. Qui est aussi une excellente émission sur YouTube, qui porte le même nom. C'est vrai. Et donc cet album Cheap Thrills sort en août 1968. Alors pour la petite histoire, le dessin, qui est, comme je le disais, entré dans la légende, devait à l'origine figurer au dos de l'album, car Janis Joplin voulait que la pochette représente une photo du groupe entièrement nue. Ce à quoi la maison de disques a opposé un veto direct. Et c'est Joplin, qui était une grande fan du travail de Crumb et qui a insisté pour que le dessin en fait devienne la pochette. Et est-ce que tu sais combien Crumb a touché pour cette pochette ? En tout et pour tout ? Oh, je pense $50. Non, un peu plus quand même. $600. Ah, quand même. Mais donc l'album se vend toujours aujourd'hui et Crumb ne touche plus un centime dessus. Il a touché ses $600 et c'est tout. Ouais. Mais $600 à l'époque, c'est une somme. Ouais. C'est pas rien. C'est pour montrer à quel point il est très rapidement devenu une petite star locale. Oui, non. Puis à l'époque, le moindre dollar était pour mettre dans la drogue, que ce soit Joplin ou lui, de façon. Donc, c'est pas faux. Mais faut dire, en fait, Joplin, à l'époque, il était dans le mouvement qu'on appelle les frics. Ouais. Et Crumb Crumb aussi. Ouais, Crumb a totalement sa place là-dedans, quoi. C'est indéniable. Et donc là, on est dans une ambiance de contre-culture très psyché et propice vraiment à la création. Et beaucoup de fanzines de comics vont se créer. Et Crumb va lancer le sien.
donc son magazine Underground Zap, dont on va reparler un petit peu plus tard tout à l'heure, la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Mais il y a d'autres titres que Crumb va lancer à la même époque. Il va lancer Despair, Big Ass, Motor City Comics ou Mr. Natural. Et c'est la première fois de sa vie que Crumb est vraiment accepté pour ce qu'il est. Non seulement il est accepté, mais il est même carrément branché. On se l'arrache pour tout. Et ces personnages vont devenir cultes très vite. Et ce même en dehors du microcosme contre-culturel de San Francisco. Mr. Natural, Angelful Max Payne, Flecky Fount et surtout la version anthropomorphique de son chat, Fritz, vont devenir ça va même carrément devenir une icône. Moi, en fait, j'ai découvert Crumb par Fritz the Cat et le long métrage qui a été fait par Ralph Bakshi de mémoire. Et justement, j'y viens. Malheureusement pour Crumb, Fritz va tomber dans les griffes de Ralph Bakshi, qui va obtenir les droits pour réaliser un film d'animation autour de Fritz the Cat. Et l'obtention de ces droits est assez rocambolesque car Crumb, en fait, il voulait pas les céder. Et c'est sa femme, Dana, avec laquelle il est toujours marié, qui va les céder dans son dos pour $50,000. Ça fait pas beaucoup quand même. Le film sort en 72 et va être un gros succès au box-office, mais Crumb va rien toucher dessus d'autre que ces $50,000. Et Crumb va rester très amer et il va même assassiner le personnage de Fritz dans un épisode de The People's Comics juste après la sortie du film. Il veut plus en entendre parler. Pourtant, le film est sympa, faut reconnaître. Ah ouais, mais Crumb, encore aujourd'hui, j'ai retrouvé une vidéo dans laquelle il en parle, et il dit que c'est de la merde et qu'il déteste. Il la mauvaise, quoi, forcément, ça se comprend. Surtout que ça a un peu établi quand même la réputation de Bakshi, donc... C'est ça. Et en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme Zootopia de Walt Disney, mais avec des partous et de la drogue. Ah bah, du Crumb. Voilà. Alors, les désillusions ne s'arrêtent pas là pour Crumb, parce qu'il va devoir faire face à la popularité d'un autre de ses dessins, qui est publié dans le premier numéro de Zap Comics. Une des pages qui s'intitule Keep on Trucking. Elle montre plusieurs hommes se pavanant avec confiance à travers différents paysages et c'est devenu une image emblématique de l'optimisme lié à la période hippie. On l'a oublié maintenant. Moi, quand j'ai vu ce dessin, je me suis dit, j'ai déjà vu ce dessin avant, mais à l'époque, c'est un dessin culte, littéralement. Allez jeter un coup d'œil sur Google ou tout simplement consulter le billet en lien avec cet épisode, vous allez pouvoir le voir. Parce que le fameux KOT, donc Keep on Trucking, les initiales, était visible partout. On le trouvait sur des autocollants pour pare-chocs, des t-shirts, des badges, et c'est devenu un cauchemar juridique pour Crumb. Parce que son avocat de l'époque qui s'est autoproclamé avocat, on est à San Francisco un petit peu, ah ouais tiens je vais être ton avocat, ouais si tu veux, entre deux tafs de marijuana, et donc lui il a pris sur lui de déposer 18 actions pour violation du droit d'auteur au nom de Crumb sur la propriété des 3 mots. Keep on Trucking. Et il a perdu. Ça a été jugé comme étant du domaine public. Et Crumb, encore une fois, en garde un goût amer en disant cette histoire va me suivre jusqu'à ma tombe. En fait, lui, il a rien demandé, quoi. Et c'est pas fini pour les difficultés de Crumb parce que le fisc va lui tomber dessus, donc l'IRS, avec une petite facture de $20,000 pour des arriérés d'impôts. Donc en gros, il touche rien, mais en plus il doit des sous-gouvernements. C'est un concept. Il touche rien, oui et non, parce qu'on va en revenir quand on va parler de Zap, mais Zap va être un énorme succès. Donc en fait, il va être assez riche, mais bon, il est un petit peu les impôts, c'est pas trop son truc, lui, hein, donc il va un petit peu oublier de déclarer tout ce qu'il gagne. Alors il va quand même finir par payer sa dette en vendant ses droits d'auteur en Allemagne, les fameux $20,000 qu'il doit à l'IRS. À cause de cela, Crumb va se référer plus tard aux années 70 comme étant pour lui une décennie perdue, ce qui est assez étonnant parce que certains de ses travaux les plus mémorables ont été produits à cette époque, notamment dans le magazine Arcade, édité par Bill Griffiths et Art Spiegelman, l'auteur de Mouse. Et c'est dans cette décennie aussi qu'il va rencontrer celle qui va devenir sa femme, donc la deuxième femme, et avec laquelle il est toujours marié à ce jour, c'est l'artiste Aline Kominsky. Alors, donc là, on est à la fin des années 70, et le travail de Crumb à cette époque reflétait le désenchantement et la confusion ressentie par la plupart de ceux qui avaient survécu aux années 60. Et ses dessins vont devenir de plus en plus introspectifs, et sa critique de la culture américaine beaucoup plus mordante. Fait intéressant, rétrospectivement, Crumb considère qu'il était complètement perdu à l'époque, et que ça n'est qu'avec le lancement du magazine Weirdo en 1980 qui va de nouveau se sentir sur la bonne voie. C'était un magazine qui était inspiré par le Arcade d'Art Spiegelman, auquel il a bossé, et aussi en partie par le travail de la nouvelle vague de dessinateurs. Donc en fait, c'est cette nouvelle vague de dessinateurs qui vient de la scène contre-culturelle, dont Art Spiegelman fait partie. Ils ont pu se lancer grâce à Crumb, et c'est eux qui vont permettre à Crumb de se relancer. Donc il y a un autre grand nom de l'époque, c'est Peter Bagge. C'est en gros, il nous fait comme Kirby a fait dans les années 80 avec toute la génération de métal hurlant qui était inspiré par Kirby et qui l'ont inspiré lui pour se relancer, quoi. Et Kirby, c'est la grosse scène des dessinateurs mainstream, et Crumb, c'est le gros nom de la scène underground qui va
qui va permettre à d'autres dessinateurs dans le même style de se lancer. Et après, quand il sera un petit peu plus vieux, il va pouvoir se référer à eux et revenir sur le devant de la scène. Mais Crumb, lui, quand il revient, c'est pas pour devenir très célèbre. Lui, ce qu'il veut, et c'est ce qu'il veut toujours être, même quand il a du succès, c'est une alternative à l'alternative. Il veut être plus underground que l'underground. Et c'est ce qui fait son succès, en fait. Ouais. Alors, le sentiment de dégoût de Crumb envers la culture et les valeurs américaines va atteindre un point de non-retour dans les années 80, parce qu'on est sous Reagan aux États-Unis. C'est la bonne période. Pour un gars comme lui, c'est pas possible. Voilà, quand t'es typiquement contre le American Way of Life, sous Reagan, tu tires une balle, quoi. Donc il va se casser dans un pays communiste. Donc il va partir en France. Oui. Il est encore, d'ailleurs, il me semble. Il y est toujours. Il habite dans un petit village près de Nîmes. Mais il essaie de ne pas révéler exactement où il habite parce qu'il n'a pas envie que des hordes de fans viennent le voir. Il a bien raison. Et ils ont élevé là-bas leur fille Sophie, qui est elle-même devenue artiste. Et il a révélé tous les détails de leur vie quotidienne dans un comics, ça vous intéresse, Self-Loving Comics numéro 2, qui est publié par Fantagraphics en 1997. Crumb va alors complètement tomber dans l'oubli et il va revenir sur le devant de la scène grâce à l'excellent, alors j'ai vraiment pas d'autres mots, l'excellent documentaire de Terry Zwigoff qui sort en 1995, qui s'intitule Crumb et qui relance l'intérêt pour son travail. Alors si vous voulez voir le film, il est disponible en intégralité sur YouTube. On mettra un lien dans le billet. Ouais. Fantagraphics va peu après commencer à publier l'intégrale de son œuvre, qui va sortir en 17 volumes, The Complete Crumb Comics. Donc c'est là qu'on retrouve tout, mais vraiment tout. Ses dessins d'enfance, tout ce qu'il y a. Et Fantagraphics va aussi publié plusieurs recueils de sketchbooks, plus d'une dizaine, ainsi que des collections de diverses lettres que Crumb a pu écrire pendant sa vie. On va voir un aperçu rare de ses influences et de ses expériences qui ont façonné son développement artistique durant ses meilleures années, donc la fin des années 60 et les années 70. Fantagraphics a fait un énorme travail pour compiler tout ce qu'est Robert Crumb. Alors là, on arrive dans le nouveau millénaire, et tout n'est pas rose pour lui parce que, en fait, ce qui lui retombe dessus, c'est à quel point il a pu être, difficile, et notamment pour ce qui est de sa misogynie qui est complètement revendiquée. Crumb dans ses dessins est misogyne et il a pas peur d'utiliser une pornographie complètement complaisante et violente envers les femmes. Et ça lui a valu beaucoup de critiques au début des années 2000, notamment de la part d'artistes féminines et féministes de la scène underground, celle qui officiait à la même époque que Crumb. Et en 99, Robert Crumb va remporter le Grand Prix de la ville d'Angoulême, qui va faire de lui le premier Américain à remporter le prix, et c'est pas rien quand même. À l'époque, il y a eu beaucoup de critiques. Crumb était vraiment pas vu en odeur de sainteté, et Greg, notamment, le papa d'Achille Talon, a pondu un très long texte dans lequel il s'est indigné. Il considérait scandaleux qu'un has-been qui ne dessine plus obtienne une distinction honorifique aussi importante. Alors je vais citer juste un passage. Crumb, grand chantre de l'underground, était avec Gilbert Shelton, le grand spécialiste de la picouse hilarante, des volutes de shit, du sexe énorme et poilu, des mamelles colossales et du caca tout format. Cela fit rire en son temps tous ceux qui voyaient là une revanche contre les parents, les flics, les maîtres, l'ordre établi, le bon goût, etc. Ce n'est pas nouveau. Cependant, il y a 20 ans que la vague est retombée. En gros, il le traite de has-been, quoi. Ouais, mais je le trouve dur parce qu'en France, on avait quand même Fluide Glacial qui était pas si vieux que ça, qui était exactement basé sur le même type d'humour, quoi. Glacial, l'écho des savanes, encore pire. Oui, aussi. Mais moi, je trouve, Greg, il peut penser ce qu'il veut de l'œuvre de Crumb. Moi, je trouve que c'est problématique de juger l'œuvre de Crumb en 1999 avec les yeux de l'époque de 99 sans recontextualiser pourquoi il faisait ça au début des années 70. Il y a une phrase qu'on entend beaucoup dire en ce moment, c'est si tu sortais ça maintenant, ça ferait scandale, et ouvertement. Crumb. Mais à l'époque, Crumb faisait ça pour faire scandale, c'était son but. Oui, c'est ça le plus drôle en fait. C'est que vraiment lui, il faisait ça pour faire chier l'establishment. Ah oui, et ça marchait. Et ça marchait. Après, oui, il y a quand même 2-3 trucs qui restent comme très problématiques. C'est ça, ouais. Non, on va revenir notamment sur un dessin, moi, qui m'a vraiment choqué. On y reviendra tout à l'heure. Mais par contre, il a tort quand il dit que Crumb ne dessine plus. Parce qu'en 2009, chez The Noël Graphics en France, il va publier ce qui reste aujourd'hui son plus gros succès public et critique à ce jour. Il va vendre 200 000 exemplaires dans le monde de La Genèse, façon Robert Crumb. Et forcément, c'est atypique. Voilà. On peut pas dire autrement. Donc Robert Crumb, figure du comics underground. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du comics underground ? Tout à fait. Et à ton avis, le comics underground, est-ce que c'est une sous-culture ou c'est de la contre-culture ? Les deux, mon général. Une sous-culture, certainement pas. Une contre-culture, oui, bien sûr. Eh ben, au lieu de faire ton malin, tu vas nous expliquer la différence entre les deux déjà. Pour moi, il n'y a pas de sous-culture déjà. Donc,
Et en fait, si. Ah. En fait, faut pas considérer une sous-culture comme étant une culture inférieure, mais c'est en fait une division d'un art en version plus spécialisée avec des codes et des normes qui lui sont propres. Ainsi, le comics underground, c'est une sous-culture du comics, qui est une sous-culture de la BD, qui est elle-même une sous-culture de la littérature. Ouais, d'accord. Si tu le définis comme ça me va. Voilà. Mais c'est la vraie définition de la sous-culture, hein. C'est pas un sous-genre de... C'est pas comme le roman de gare pour la littérature. Non, c'est vraiment une sous-division. Et la contre-culture, en fait, c'est une sous-culture qui s'oppose complètement au code prédéfini de cette culture et de la société. Par exemple, le rock s'opposait à la musique de son époque avec des sonorités jugées plus agressives et plus énergiques que la musique standard de l'époque. C'est sûr que quand tu passes de Glenn Miller à Rock Around the Clock, il y a peu rien à voir, quoi. Mais ça reflète aussi l'engouement de la jeunesse de son époque pour une certaine forme de liberté morale et créative. Et tout ça, en fait, tu peux le rapporter à chaque style musical qui va arriver derrière. Le hard rock, c'est ça vis-à-vis du rock. Le metal, c'est ça vis-à-vis du hard rock, et ainsi de suite. Sauf que la contre-culture peut devenir la culture prédominante. Voilà, et c'est ça, c'est juste, en fait, tu inverses les codes de la culture, on va dire, normale. Et en fait, le comics underground, comme tu l'as dit au tout début, c'est autant une sous-culture qu'une contre-culture. Si on veut vraiment chipoter, on peut définir que les comics underground sont en fait nés dans les années 20 avec ce qu'on appelle les bibles de Tijuana. Est-ce que tu sais ce que c'est? Pas du tout. Donc en fait, les bibles de Tijuana, c'est des tout petits fascicules de 6-8 pages qui circulaient sous le manteau et étaient en fait le plus souvent des parodies porno de comics très célèbres, notamment Popeye, qui est devenu Popeye. Ok. Pourquoi pas? Non mais n'empêche, c'est un élément récurrent. Le porno fait vraiment partie de la contre-culture. Ouais. Et en fait, il s'amusait aussi à faire des détournements de célébrités à la mode. Et donc, en fait, ça parodiait surtout des actrices célèbres comme Greta Garbo ou Mae West. En gros, hein, c'est les vilains fakes qu'on trouve sur Internet, quoi. Et ce côté porno, comme tu dis, ça a une grosse influence dans la contre-culture. Et c'est surtout ça, en fait, qui a fait le succès des bibles de Tijuana. Parce que c'est à la limite du légal, parce que ça représente de la pornographie, parce que c'est des contrefaçons. En fait, tu trouvais beaucoup comme je disais, de copies de Popeye, des Walt Disney, aussi beaucoup. Et en fait, le truc, c'est que leur production et leur distribution sont très opaques. En fait, tu sais pas qui c'est qui dessinait ça, tu sais pas comment ça se vendait, c'était vendu plus ou moins sous le manteau, les sociétés qui les publiaient n'existaient pas officiellement. En fait, t'avais des sociétés au nom totalement fictif du genre La France Publishing. Faut pas nous foutre ça sur le dos, on y est pour rien déjà. Et en fait, le nom de Bible de Tijuana, c'est un nom qu'on a donné à ce style de fascicule dans les années 40 parce qu'on était persuadé qu'ils étaient imprimés au Mexique où forcément la main-d'œuvre était pas chère et moins regardante. Et ça a vraiment eu un énorme succès. À tel point, par exemple, que la première fois que j'en ai entendu parler, c'est dans Watchmen. D'accord, c'est cité dans Watchmen. Oui, en fait, quand t'as les deux Silk Spectre qui discutent ensemble, la mère et la fille, la mère montre une Bible de Tijuana qu'un fan lui a montré, qu'il la mettait en scène dans les années 40. Excellent. Et un autre exemple de succès des Bibles de Tijuana, c'est que le premier film porno américain, donc A Free Ride, qui date de 1915, c'est en fait une adaptation d'une histoire d'une Bible de Tijuana qui s'appelait A Grass Sandwich. D'accord. Et bon, j'ai regardé le film pour oui, parce qu'il est trouvable sur des sites porno, hein, forcément. C'est sur des sites porno qui commencent par porn et hub, hein, vous pouvez le trouver. Et en gros, c'est une histoire d'autostopper qui ramène de gonzesses, quoi. D'accord. Un scénario très original. Oui. Mais donc en fait les Bibles de Tijuana elles vont continuer à se vendre durant des décennies et pour arrêter leur publication vers les années 50 à peu près, suite aux attaques incessantes d'un certain professeur Wertham. Voilà. Connu par tous les fans de comics. Voilà, détesté par tous les fans de comics et par les fans de comics underground spécialement. Parce qu'en fait, Wertham, lui, il va lancer un procès qui va aboutir à la création du Comic Code Authority. Pour son procès, il va prendre en exemple de déviances provoquées par les comics, deux magazines qui, en fait, sont plus ou moins les précurseurs de ce que sera le comics underground. Tout d'abord, le plus curieux que j'ai découvert là pour préparer l'émission, Nights of Horror, c'est une série de 16 fascicules d'histoire BDSM qui fut tirée à très peu d'exemplaires et qui était vendue plus ou moins légalement par quelques kiosquiers à New York. Et ça contient en fait des histoires en prose, mais illustrées par quelqu'un qui semble être juste Joe Shuster,
le papa de Superman. Lui, il a toujours dit que non, c'était pas lui, mais ça ressemble quand même vraiment à son style. Non, c'est clairement lui. Ouais. Et de toute façon, il y a pas. Maintenant, on le sait que c'est lui. Ouais. Moi, je connaissais déjà les dessins pour les avoir vus circuler très souvent sur internet, mais je pensais pas vraiment que c'était tiré d'une publication, quoi. Parce que ça date des années 50, tu dis que du BDSM un peu trashouille, il y en a pas tant que ça à l'époque, hein. C'est l'époque où Shuster s'était fait virer d'ici et lui donc il avait des problèmes de vision déjà dès l'époque et il avait vraiment des problèmes à trouver du travail en tant que dessinateur, et le seul moyen qu'il a trouvé pour continuer à pouvoir vivre, c'est de faire ses dessins érotiques. Et puis sans vouloir faire la promotion du BDSM, hein, vous faites ce que vous voulez dans votre chambre, c'est où que ça regarde, tant que c'est entre adultes consentants. Franchement, allez mater ces images, elles sont superbes. Mais vraiment, c'est on en mettra une ou deux dans le billet de l'épisode. Ouais, c'est vraiment, il a un style hallucinant. Vous allez reconnaître quelques personnages de la mythologie Superman. Il aimait bien redessiner Jimmy Olsen, Lois Lane ou Lex Luthor dans des positions, dirons-nous, équivoques. Voilà. Et enfin, l'autre cible de Wersam, ça a été surtout un éditeur dont on a déjà parlé plus d'une fois, Entertaining Comics, plus connu sous le nom de EC, qui publiait en fait à l'époque beaucoup d'histoires de crimes et d'horreur. En gros, c'est eux les précurseurs des contes de la crypte et tous les titres creepy, de tous les titres de ce style-là. Et donc Wersam va les accuser de corrompre la jeunesse. Ce même EC, c'est aussi le siège d'un des magazines les plus légendaires du monde. Je pense que j'ai pas besoin de te dire le nom. Le magazine le plus légendaire du monde, chez EC. Ils ont un magazine qui est ultra célèbre, avec un petit rouquin en couverture. Mince, putain. Tu ne connais pas Mad? Mad, oui. Ne pas connaître Mad, quelle honte. Oui, là, si, je connais Mad, bien sûr, surtout qu'on va en reparler tout à l'heure. Ouais. Donc Mad, en fait, c'était un magazine satirique, beaucoup basé sur l'humour, qui est ouvertement culte, hein, ne serait-ce que la couverture pliante qui était une spécificité du magazine. En fait, la couverture représentait une illustration et si tu suivais des consignes pour la plier d'une certaine manière, ça te montrait un autre dessin qui était caché. D'accord. Tu connaissais pas ce truc-là? Non, je savais pas. Non, c'est vraiment, ça fourmillait d'1 milliard d'idées par paragraphe à Mad. Et en fait, dans le numéro 16 d'octobre 1954, Mad va fêter allègrement la chasse aux sorcières que provoque Wersam en affichant sur sa cover une illustration avec des policiers qui arrêtent des dessinateurs, pendant que dans un autre coin de la couverture, Harvey Kurtzman, donc le rédac-chef de Mad Magazine, vend en douce des comics à des gosses comme s'il s'agissait de drogue, avec en titre Comics Go Underground. Ouais. C'est du génie marketing. Ah ouais, non mais Mad, c'était du génie tout court. Hein. Ah ouais. Et la preuve, c'est que là, avec ce truc-là, Mad va non seulement dénoncer une situation aberrante, mais elle va surtout en fait prophétiser l'avènement d'une nouvelle jeunesse dont elle va devenir un symbole, la jeunesse de la contre-culture. C'est d'autant plus pénible à entendre que Mad s'est arrêté là cette année. Ouais. Donc, DC a arrêté la publication de Mad. Quel dommage. Ah, c'est vraiment une institution aux États-Unis. Ah oui, non mais c'est vraiment un truc ultra culte là-bas, quoi. Après, peut-être que ça se relancera un peu comme toutes les relances de métal hurlant, heavy metal. Ouais, faut l'espérer. Ouais. Mais donc en fait, pour parler un peu de la contre-culture, il faut comprendre que la jeunesse américaine post-Seconde Guerre mondiale est une jeunesse en fait qui a eu la chance de vivre dans une période de paix relative. Bon, il y a eu la guerre de Corée, hein, mais c'était selon l'Amérique un non-événement. Même si nous, on n'est pas forcément d'accord. Mm-hmm. Mais surtout, en fait, cette jeunesse, elle a eu accès à des canaux de diffusion de culture totalement inédits et par extension à des sous-cultures auxquelles leurs parents n'avaient pas accès. Donc, notamment, ils vont pouvoir s'intéresser à des questions sociales telles que le féminisme ou la question des droits civiques, qui étaient absolument hors de question avant la Seconde Guerre mondiale. Mais comme on avait expliqué, c'était dans l'épisode sur Sergeant Rock, où en fait, les jeunes, à force d'avoir vu leur mère aller travailler à l'usine durant la Seconde Guerre mondiale, ça les a marqué, puis oui, mais les femmes, c'est fait pour rester à la maison, ça devenait déjà moins crédible. Mmh. Et c'est un peu tout ça, en fait, tout ça mélangé, ils vont découvrir vraiment des choses tout à fait nouvelles qui va s'opposer à la vision de l'American Way of Life. Donc l'American Way of Life, c'est quoi? C'est la petite famille blanche avec la femme à la maison, le papa qui travaille, les 2 enfants, un garçon et une fille. En fait, c'est les Simpsons qui ont réussi, quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, les Simpsons qui pourraient être considérés comme étant du comics underground à la base. Et justement, en fait, cette jeunesse, elle voit que l'American Way of Life, en fait, c'est plus ou moins un mensonge et une promesse qui n'est pas pour eux. Notamment, en fait, cette jeunesse, qui est majoritairement blanche, faut être honnête,
elle a accès en fait à la musique noire américaine, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, t'étais blanc, t'écoutais de la musique de blanc, t'allais pas dans les clubs noirs écouter des noirs jouer quoi. Ou Et Robert Crumb d'ailleurs, qui fait partie de cette jeunesse, est un très grand fan de la musique noire d'avant-guerre. Et Shelton est un fan de rhythm and blues des années 50. Ouais. Et donc en fait, en ayant accès à la musique noire américaine, bah t'as en partie accès à une partie de leur histoire, à ces mêmes noirs américains. Parce que le blues, c'est juste quand même raconter les malheurs de la communauté noire américaine, mais en musique. Et du coup, en fait, ça va ouvrir leur conscience sur des choses qui seraient pas... que leurs parents, on se doutait même pas que ça existait, quoi. Mais à côté de ça, en fait, certains artistes un peu plus éclairés et un peu plus militants, en fait, vont leur proposer des versions très marquées d'ironie de l'icône du American Way of Life. En fait, on avait parlé dans, je sais plus quel épisode, je pense que c'est The Vision, de Lucy Ball. Ouais. Donc, Lucy Ball, très grande actrice qui a réussi à s'imposer à la télé pour devenir une des productrices I Love Lucy, qui est quand même déjà un bon foutage de gueule de l'American Way of Life. Ouais. Et surtout, en fait, elle a réussi à s'imposer comme étant une femme forte qui a pris vraiment la télé américaine par les couilles et puis qui lui a dit maintenant c'est moi qui commande. C'est vraiment quelqu'un d'assez fou, hein, Lucy Ball. Je pense qu'elle mériterait un film, et le film paraîtrait tellement surréaliste vu ce qu'elle a eu. Et en fait, elle va, même en devenant productrice, elle va proposer des trucs pas courants à la télé. Notamment, elle va proposer, alors que tout le monde propose des séries exclusivement blanches, elle va proposer la première série pluriethnique à la télé, qui est donc Star Trek. Ça vient de Lucy Ball. Elle est productrice de Star Trek. Et vraiment, en fait, elle et Gene Roddenberry, c'était leur volonté de proposer une série pluriethnique, de montrer une femme noire à faire autre chose que de faire le ménage. En fait, indéniablement, Star Trek, ça a eu un impact pas seulement sur nous, les gros nerds qui aimons la science-fiction, mais ça a eu un vrai impact social. C'est Whoopi Goldberg qui disait que la première fois qu'elle avait vu un épisode de Star Trek, elle était toute petite et sa première réaction, c'est « Maman, regarde, il y a une noire à la télé, elle fait pas le ménage. » C'est pour montrer en fait vraiment la rupture qu'il y avait dans ce que proposait quelqu'un comme Lucy Ball et Gene Roddenberry avec tout ce qu'on avait l'habitude de voir. On parle souvent des problèmes de représentativité. Eux ont contribué à changer ça, quoi. Et du coup, en fait, cette génération post-Seconde Guerre mondiale, elle va grandir culturellement loin de celle de leurs parents. Et ça va créer forcément un conflit de génération entre la Greatest Generation of All et ceux qu'on appelle les baby boomers. Et tout ça, donc, grâce à une jeunesse formée différemment et à des artistes qui ont autre chose à dire que la parole standard. Et ça va aboutir, en fait, à ce qu'on appelle la contre-culture. Une culture qui s'oppose à la culture dominante et qui réclame une plus grande part de liberté sur tous les sujets, notamment sexuels. C'est là, en fait, que vont se poser beaucoup les questions sur l'homosexualité, sur le pluriamour, sur le droit à l'avortement. Et vraiment, ça va être revendiqué. Donc tout ça, dans les comics, en fait, ça s'est développé au sein de MAD. Donc le magazine dont je parlais tout à l'heure. Le MAD, c'est un magazine, donc, en fait, c'est pas impacté par le Comic Code Authority. Et il va se permettre, en fait, beaucoup de choses sous le couvert de la satire. À notre époque, si on relit les articles de l'époque qui vont parler de lutte contre le racisme ou l'homophobie, ça va nous paraître léger, mais il faut se rendre compte que c'était une vraie révolution à l'époque, quoi. Et ce magazine, en fait, ça va être le refuge des lecteurs qui veulent autre chose que des comics aseptisés de super-héros qui, sous la contrainte du Comic Code Authority, n'ont pas le droit de montrer le monde tel que la jeunesse le conçoit. En gros, le Comic Code Authority t'interdisait de montrer des personnages noirs autrement qu'en criminels. Tu n'avais pas le droit de montrer quelqu'un qui était contre l'autorité. Tu n'avais pas le droit de montrer un flic sous un mauvais jour. Et les histoires devaient toujours se terminer de manière positive. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est MAD, eux, comme ils n'étaient pas obligés par le Comic Code Authority, ils se permettaient de le montrer, notamment en se moquant beaucoup de la police et des forces de l'ordre en général. Et le truc, c'est que on parle souvent de Marvel qui a mené quelques révolutions sur ces thèmes-là au fur et à mesure de son histoire. Faut comprendre en fait que Marvel, sur certains coups, ont été obligés de refuser le sceau du Comic Code Authority pour pouvoir proposer des épisodes qui leur tenaient à cœur. Je pense notamment à un épisode de Spider-Man qui parle des problèmes de drogue. Ah bah c'est le premier, je crois, où Marvel s'est assis sur le code. Hein. Et ils ont fait l'épisode, ils l'ont envoyé au Comic Code Authority. Comic Code Authority, ah non, ça parle de drogue. Et Marvel a fait, on s'en fout. Et ils ont vraiment décidé de le sortir comme ça. Ne serait-ce que créer Black Panther, à l'époque où ils l'ont fait, ils ont été obligés de magouiller en faisant un personnage secondaire et compagnie, parce que le Comic Code Authority refusait qu'il y ait un super-héros noir.
Ce qui paraît aberrant aujourd'hui, quoi. Bah, au-delà d'aberrant, c'est honteux. C'est honteux, surtout ça, oui. Et donc, pour en revenir à Mad, ça va donc devenir le repère de la future génération d'artistes du comics underground, parce que Kurtzman, qui est toujours en recherche de talent, il va en fait permettre à tous les artistes amateurs de lui envoyer des dessins puis de les publier comme ça, et certains d'entre eux, donc quasiment en fait toute la scène comics underground de San Francisco, va finir par travailler à un moment ou à un autre pour Mad, et notamment en fait Crumb aurait dû être rédacteur en chef adjoint sur un numéro et a pas pu parce que le magazine a fermé à ce moment-là pendant quelques temps. D'accord. Ah oui, non, mais l'histoire de Mad, c'est un truc, il y a de quoi faire un feuilleton sur une vingtaine de saisons, je pense. Et d'ailleurs, ça sera intéressant pour le coup. Donc, de la même manière, en s'inspirant de Mad, pour cette nouvelle culture de cartoonistes très trash, parce que donc Crumb et P. Shelton et par exemple Spain Rodriguez et compagnie, tout ça c'était plus des cartoonistes que des dessinateurs de comics à la base. Ah oui, clairement. On va revenir sur eux. Hein. Les noms que tu cites, ce sont les gens qui travaillent à Zap. Ouais. Et donc en fait, du côté de New York, t'as le journal underground The East Village Other qui va commencer à s'intéresser à cette nouvelle génération, à les publier. Au final, ils vont devenir l'un des magazines phares du comics underground avec Gothic Blimp Work à New York. La plupart de ces artistes, ils vont en fait réagir à tout ce que la société américaine puritaine de l'époque considère comme bon en le détournant, mais à mort. Mais vraiment, hein, la consommation de drogue, le sexe, les titres des comics, genre tu disais Big Ass Comics, Abortion Comics, Abortion Eve, des titres classe et... En fait, c'est des titres revendicatifs. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, notamment l'un des premiers griefs de la communauté, c'est face à la religion, et notamment chrétienne. Bien sûr, bien sûr. Et deux des premiers comics underground traitant du sujet, et même deux des premiers comics underground tout court, ça a été d'abord The New Adventure of Jesus en 1962 par Frank Stack, et God Knows par Jackson en 1964. Et c'est d'ailleurs God Knows par Jackson qui est considéré comme étant vraiment le premier comics underground de cette génération-là. D'accord. En 69, le même Jackson, il va créer avec Gilbert Shelton, le créateur des Freak Brothers, la maison d'édition Rip-Off Press. D'accord. Qui publiera en volume relié les New Adventures of Jesus de Frank Stack. Tout est lié, c'est fou. Et oui, justement, en fait, tout est lié. Et toute cette scène underground, tout cet âge d'or, elle est très liée à l'événement de la scène hippie, comme tu le disais tout à l'heure. Ah oui. La plupart des artistes se sont tous regroupés à San Francisco lors du milieu des années 60, notamment dans le quartier hippie de Haight-Ashbury. Ah, c'est marrant, je vais y revenir tout à l'heure. Bah oui, c'est obligé. Non mais c'est vraiment... Ah oui. C'était le centre du monde hippie, Haight-Ashbury, où en fait ils vendaient leurs fascicules auto-publiés dans des... entre guillemets bureaux de tabac. En fait, c'était des magasins pour fumeurs de bœufs. C'est ça. Qui vendaient surtout des feuilles et des bangs. Mais la législation, en fait, elle a été voir les tenanciers de ces magasins en leur disant, non, si vous voulez la licence de bureau de tabac, vous pouvez pas vendre des comics, ou vous vendez des comics, ou vous vendez du matériel pour le tabac. Ah, faut voir que pour les forces de l'ordre de l'époque, les comics s'adressaient à un public enfant. Ouais. Et donc, vendre des comics dans un endroit où on achète de quoi se préparer de la bœuf, c'est pas très bon. Alors qu'en fait, ces comics-là, ça ne s'intéresse pas du tout aux enfants. Oui, et puis surtout, c'est vu la gueule des comics, t'as pas envie que qui que ce soit tombe dessus, hein, quand t'es un peu, on va dire, à droite. Non, mais pour les autorités de l'époque, ils se rendent pas tout de suite compte, je pense. Ouais. Mais donc du coup, en fait, les tenanciers de bureaux de tabac, pour garder leur licence, ils vont être obligés d'arrêter de vendre les comics. Du coup, les artistes vont se rabattre donc sur les boutiques de fringues, les disquaires, et un nouveau style de boutique qui se crée à ce moment-là, les comic shops. Et notamment donc une boutique spécifiquement, la boutique de Gary Arlington. Donc Gary Arlington, ce nom ne vous dit rien, mais en fait c'est une légende dans le milieu des comics US, parce que c'est l'un des tout premiers tenanciers de comic shop de l'histoire du commerce, quoi. C'est simplement, il se disait, c'est bête, en fait, pour retrouver les anciens numéros, c'est galère, parce que les kiosques se débarrassaient des anciens numéros au fur et à mesure, hein. Oui. Donc lui, en fait, il récupérait ça pour pas cher et il les revendait dans ses magasins. Donc à cette époque-là, il faut voir que c'est l'explosion de Marvel, et notamment il y a eu le développement, l'apparition des premiers collectionneurs qui essayaient de retrouver les anciens numéros et qui n'y arrivaient pas. Parce que si tu commençais à découvrir les comics en 1966 ou 1967, t'avais envie de lire ce qui était sorti en 63, mais tu pouvais plus trouver les numéros. Et donc, ouais, c'est sur cette logique que certains vendeurs, donc Gary Arlington, se sont dit, on va créer
créer des boutiques, des librairies spécialisées comics, réellement. Mais Gary Arlington, donc les gars de la scène underground ont été le voir en lui disant on a ça à vendre, est-ce que tu veux les vendre? Mec, il est pas chiant, il se dit ouais, ça me fait un peu plus à vendre. Pas de souci, donc il vend en fait les comics underground dans sa boutique, et sa boutique en fait va devenir un repère, donc pour les fans de comics underground, mais pour les auteurs eux-mêmes, qui vont souvent passer là et discuter entre eux, et en fait, c'est limite dans cette boutique que des revues cultes se sont créées, et en plus, Gary Arlington, lui, va même passer de simple vendeur à éditeur de la scène underground. Donc San Francisco, c'est vraiment un point crucial pour le comics underground, mais tu en parlais un peu plus tout à l'heure, je pense, avec ouais, notamment, mais vraiment San Francisco, mais vraiment ce quartier-là, hein, Haight-Ashbury, hein, c'est là aussi qu'on trouve c'est le croisement de deux rues en fait. C'est ça, mais alors, les gens qui ont vu beaucoup de films, ils reconnaissent tout de suite, hein, c'est là qu'il y a toutes les maisons victoriennes colorées qui sont toujours très bien préservées, et c'est là-bas notamment qu'il y avait aussi la célèbre maison du Grateful Dead, donc tout le groupe qui habitait dans la même maison. Et dans les années 80, je sais pas si tu sais ça, mais tu parlais de Whoopi Goldberg, en fait elle a été découverte là-bas, dans le quartier, parce qu'il y avait dans les années 80, ce quartier-là c'était le haut lieu de la scène comique américaine, et donc Whoopi Goldberg ou Robbie Williams se sont fait connaître dans ce quartier-là. Pourtant justement, je regardais une interview de Gilbert Shelton où il expliquait qu'en fait ils ont été obligés de partir de là-bas très vite à cause de la criminalité qui a très vite augmenté. Parce que forcément, quand t'as des hippies complètement défoncés à la bœuf toute la journée, c'est un criminel, c'est facile d'aller raqueter des gens, quoi. Ouais, le Summer of Love a laissé place à une désillusion assez terrible. Hein. Ouais, tout à fait. Et bien sûr, en fait, donc San Francisco, ça n'a pas eu l'exclusivité sur la scène underground. J'ai parlé tout à l'heure de New York avec le Gothic Blimp Work. Mais il y a eu aussi une scène très vivace dans les États du Sud, notamment à Austin, au Texas. Et surtout, en fait, bien que j'ai principalement cité des hommes, la scène comics a été aussi très ouverte aux femmes. Bon, pas dans les publications de Crumb. Non, clairement pas. Mais en réponse au côté très boys club créé par Crumb, il y a toute une communauté d'artistes féminines qui se sont regroupées pour créer un collectif essentiellement féminin, pour publier leurs travaux selon leur propre méthode. En fait, c'est même une sorte de contre-culture à la contre-culture de Crumb, quoi. Ouais. Et ça donnait lieu, en fait, à l'anthologie Women's Comics, avec des... Qui est sorti en français, chez Comics Initiative. Donc, si vous voulez le lire, il y a une intégrale qui est publiée, donc ça mérite un coup d'œil. Et en fait, on se rend compte que les artistes féminines n'ont pas moins de talent que leur pendant masculin. On peut citer des artistes comme Trina Robbins, qui est une grande dame du comics underground, et même de la culture underground et de la contre-culture tout court. On peut penser à Nancy Kalish ou à Lisa Lyons aussi. Et donc je crois que l'intégrale doit être aux alentours de 70 € chez Comics Initiative, et ça vaut vraiment le coup, n'hésitez pas. Enfin, pour finir, cette première vague de comics underground, elle s'est plus ou moins arrêtée au milieu des années 70 pour muter vers quelque chose d'autre. Comme tu le disais, il y a un côté très désenchanté qui arrive après l'utopie du Summer of Love, si on rentre dans le no future des punks. Mais en fait, on a changé de drogue. Ouais. On est passé du LSD à l'héroïne. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que le comics, le comics avec un X, parce que oui, comics underground, ça s'écrit avec un X, hein, pas avec un CS à la fin. Le comics n'en devient pas moins pertinent et impertinent à la fois, pas moins provocateur ni sérieux, il devient juste accepté et établi. En fait, le comics underground, il est plus underground. Ils ont montré en fait qu'on pouvait faire des comics qui n'étaient pas qu'un simple loisir de gosse, mais une véritable littérature. Ce qui est considéré comme étant le dernier comics underground de la première vague, c'est, tu en parlais tout à l'heure, la revue Arcade. Ouais. Donc c'est publiant en fait du matériel de toutes les pointures du milieu, hein, donc Crumb, Shelton, Spain Rodriguez, encore une fois, et édité par un artiste qui va être l'un de ceux qui vont faire basculer le regard du public sur le 9e art, Art Spiegelman. Art Spiegelman, je pense qu'on en parlera un jour. Et son œuvre majeure reste Mouse. Ouais, qui a été récompensé, comme je disais tout à l'heure, à Angoulême en 88, de mémoire par l'Alpha. Et voilà, c'est quelqu'un qui a permis de donner une légitimité aux comics, enfin même à la BD en général. Ouais, j'allais dire, au-delà du comics underground, il a donné une légitimité à la bande dessinée tout court. Et le pire, c'est qu'il a même pas essayé. Ouais. Lui, son travail, c'était pas de donner une légitimité. T'as beaucoup d'artistes qui courent derrière la légitimité, quel que soit le média dans lequel ils parlent, et ils officient. Et lui, ça a
totalement pas été ça. C'était Mouse, c'est une œuvre extrêmement personnelle. C'est une œuvre brillante, hein, donc toutes les récompenses que ça les mérite, mais 100 fois. Et on vous en reparlera un jour de Mouse. Là, pour aujourd'hui, on va parler de Zap et je te donne la main pour ça. Ah ouais, alors Zap, donc je le disais tout à l'heure, c'est un comics créé par Robert Crumb en 68, dont il a écrit les 2 premiers numéros tout seul, mais donc c'est un magazine, donc où il y a d'autres artistes qui vont venir le rejoindre assez rapidement. Il a écrit les 2 premiers numéros en 2 mois, dans ce qu'il décrit comme étant un élan d'énergie et d'inspiration. Alors, est-ce que tu peux me traduire ça ? Ça veut dire sous acide, hein, tout simplement. À peu près. C'est du Crumb, hein, surtout à l'époque. C'est en gros, j'étais page. Voilà. Alors, au cours des mois précédents, il avait écrit et dessiné plusieurs pages pour divers périodiques underground dont tu as parlé. Il va finalement se lancer, pour lancer son magazine à lui, donc Zap, le numéro 1, qui va commencer à vendre dans la rue le 25 février 68, dans le fameux quartier de Haight-Ashbury. Je vais revenir là-dessus parce qu'en fait, c'est la légende veut qu'il ait commencé à le vendre dans la rue, mais pas du tout. C'est un mythe parce que Crumb ne l'a pas fait. Et il a envoyé sa femme, Dana, dont je parlais tout à l'heure, qui était enceinte. Et elle est allée accompagnée de Don Donahue, un ami, et de Marilyn McGrew, dite Mimi, qui donc tous les 3 se sont chargés d'aller vendre le magazine de Robert Crumb. Et ils sont pas mal tombés parce que ce jour-là, figure-toi que dans la rue, il y avait une street fair, hein, une foire de rue. Ouais. Donc ils ont croisé plein de monde et ils ont aussi réussi à en caser dans les magasins dont tu parlais, dans les magasins de fringues et de disques de la rue. Mais faut savoir aussi qu'ils se sont fait rejeter d'un paquet de magasins parce que même si on est la culture d'un côté t'es boulanger, on te ramène Zap Comics numéro 0. Alors c'est pas le 0, c'est le 1. Le 0 viendra plus tard. Mais alors ce que c'est marrant, c'est que faut les voir tous les 3. Ils avaient toute une pile de comics qui se trimballaient dans une poussette et ils faisaient le tour des magasins. Est-ce que tu veux prendre mon truc? Les gars feuilletaient, c'est quoi cette horreur? Dégage de là. Mais ils ont quand même réussi à en vendre quelques-uns parce que le premier jour ils ont récolté $20.50 et sachant que Zap coûtait 25 cents, ça fait qu'ils en ont vendu 82, ce qui est pas si mal, hein. Ah, c'est pas dégueulasse. Ouais, c'est pas si mal. Alors il a écrit, comme je le disais, les 2 premiers numéros seuls et le second numéro, en fait, qu'il avait dessiné en premier, qui va devenir le numéro 0, n'a été publié qu'après l'apparition du numéro 3. Parce que Brian Zahn, qui était l'éditeur de Yarrowstalk, qui était un autre magazine underground, qui avait déjà publié les dessins de Crumb, qui était donc le premier éditeur de Zap, il s'est barré avec les planches. Donc Crumb, il a dû tout redessiner à partir de copies qu'il avait, donc dans ses sketchbooks, et il est finalement sorti sous le nom donc de Zap 0 en décembre 68. Alors c'est dans ces 2 numéros, le 0 et le 1, que Crumb a créé les personnages qui vont devenir les plus connus, donc Mr. Natural, Flecky Funt et Angel Food McSpade, et donc j'en parlais tout à l'heure, la fameuse planche Keep on Trucking qui était dans le numéro 1. Alors ce qui est assez fou quand on lit ces premiers numéros, c'est que le génie visuel de Crumb est là déjà, en fait. Dès le début, et ce qui fera toute la magie de Zap, tout est là dès le départ. Alors les gags sont pas tous géniaux, hein, je sais pas ce que t'en as pensé en lisant les premiers numéros. Je pense qu'on est plus dans le mood de l'époque aussi. C'est ça, ouais. À mon avis, quand t'es défoncé au LSD, c'est très drôle. Alors je trouve vraiment que c'est à partir du numéro 3 et 4 que ça devient vraiment intéressant à lire. Les premiers, c'est un peu poussif au niveau des histoires. Mais même une planche comme Keep on Trucking qui est devenue culte, quand tu la lis maintenant, tu comprends même pas pourquoi, en fait. Par contre, ce qui saute aux yeux, quand on lit les premiers numéros, c'est ce dont je parlais au tout début, c'est à quel point Crumb est capable de changer de style, mais vraiment, c'est époustouflant. Si on sait pas que c'est lui qui a dessiné tout le numéro, on peut pas le savoir, en fait, parce que chaque histoire a un style différent. Et donc, il faudra attendre les numéros 3 et 4 pour que le ton global du magazine soit trouvé. Vraiment que s'y trouve son ton vraiment plus contestataire. Et c'est avec l'apport d'autres dessinateurs, d'autres artistes que ça va vraiment arriver. Les premiers épisodes, en fait, s'adressent surtout à l'anxiété de la classe moyenne. Ils se moquent des petits travers du monde hippie, c'est presque des blagues d'initiés qu'il y a dedans. La vraie méchanceté, le côté provocateur et la dénonciation du conservatisme et du puritanisme, ça arrivera plus tard. Alors le numéro 1 s'est écoulé en tout et pour tout à 5000 exemplaires qu'il a réussi à vendre en quelques mois. Et à partir du numéro 2, Crumb commence à recruter. Grâce au numéro 1, en fait. Ça paraît peu, 5000 exemplaires, mais il faut comprendre que le truc... Il a vendu ça juste dans une rue. Hein. Voilà, et puis il le publiait tout seul, en se débrouillant comme il pouvait. Pour l'imprimer, bien sûr. C'est un exploit. Et fort de ce succès, donc il va pouvoir recruter. Et il va chercher qui? Il va chercher les potes qui habitent dans la même rue que lui. Hein. Donc il y a Rick Griffin et Victor Moscoso qui étaient des artistes qui sévissaient aussi à San Francisco. Eux, leur truc, c'était de faire des affiches psychédéliques.
pour les concerts du Grateful Dead et d'autres groupes du coin. Et il y avait donc des affiches qui étaient collées un peu partout dans les rues de San Francisco. Et ils vont aussi recruter S. Clay Wilson. Et c'est lui qui va donner au magazine une impulsion vers le bizarre. Parce que jusque-là, Crumb dessinait des gags, vraiment dans le style de Mad dont tu parlais tout à l'heure. Et d'ailleurs, il signait certaines planches pas par son nom, mais par The Happy Hippie Cartoonist, le dessinateur hippie joyeux. Alors, on sera plus du tout dans ce ton-là dans les numéros après, hein, parce que les autres intervenants sont dans un état d'esprit complètement différent. Griffiths et Moscoso, c'est des artistes spécialistes en design, et eux, l'humour, ça les intéresse pas. Ils vont servir de Zap comme une plateforme pour expérimenter visuellement. Un jour, d'ailleurs, Griffiths a montré un dessin à Moscoso, et Moscoso est complètement retourné par le dessin. C'était un lettrage psychédélique qui ne voulait rien dire, mais chaque personne qui voyait le dessin en avait sa propre interprétation. En fait, c'était un test de Rorschach. C'est exactement ça. Ah, t'étais en train de lire mes notes, parce que j'ai marqué exactement comme un test de Rorschach. Mais bon, celui qui va tout changer, c'est Wilson. Parce que Griffiths et Moscoso, ils expérimentaient visuellement, ils jouaient avec la forme. Wilson, lui, il s'intéressait au fond. Lui, il voulait choquer et faire réfléchir le lecteur. Et ça va beaucoup influencer Crumb. Crumb, il dit de lui, son truc, c'était d'avoir une idée, la plus loufoque possible, de la mettre sur une page, qu'elle soit tordue, violente ou sexuellement bizarre. Et je dessinais moi-même des trucs dans le genre, mais je les gardais pas. Je me suis rendu compte, mais pourquoi est-ce que je me censure? Et le but de Wilson, c'était pas de divertir les masses, mais de les éclairer. Ou encore mieux, de les rendre malades. L'un ou l'autre, si possible les deux. Dans le numéro 3, Wilson, par exemple, il a introduit le capitaine... Alors, je préviens nos éditeurs, c'est un petit peu graphique ce que je vais décrire. Le capitaine Pisgum et ses pirates pervers. Alors, c'est une équipe de dégénérés absolus. Il les présente ainsi. Alors, c'est juste une page, hein. Ils venaient de tous les coins du monde. Ces perdants infestés de poux. Certains étaient sadiques, certains étaient masochistes, certains aimaient simplement lécher des vieilles bottes puantes. Et le capitaine, lui, son truc, c'était de se faire jouir dans la bouche par tout l'équipage sous le regard de tous. Je parlais de Chris Ware en introduction. Il se souvient encore aujourd'hui juste de cette planche. Il était fasciné par Captain Pisgum. Il était fasciné par Mad, mais alors, le problème, avec lui, c'était Captain Pisgum parce que ça lui foutait les jetons, en fait. Faut comprendre que ce genre de truc, t'avais pas ça à l'époque, quoi. Aujourd'hui, malheureusement, t'ouvres Internet, t'as un pop-up à la con qui va te balancer des trucs dégueulasses. Ouais. Mais là, à l'époque, ça pouvait vraiment t'arriver dans la gueule sans t'y attendre, quoi. Ah, tout à fait. Et Wilson, c'est vraiment celui qui va tout changer, parce qu'on parle de Robert Crumb comme étant la figure du comics underground de San Francisco, mais c'est Wilson qui va être le vrai artiste central de la génération underground. Parce que c'est ces planches à lui qui ont donné à Crumb et à d'autres la permission de dissocier leur travail de la censure personnelle et des tabous sociaux. Et c'est son arrivée dans Zap qui va entraîner l'arrivée de 3 autres artistes, donc Gilbert Shelton dont tu as parlé tout à l'heure, qui va arriver au numéro 3, et Spen Rodriguez et Robert Williams pour le numéro 4. Alors Shelton, lui, il va faire des planches humoristiques à la Mad, et son style graphique ressemble beaucoup à celui de Sergio Aragonés, le créateur de groupe dans Mad. Spen Rodriguez, lui, c'est quelqu'un d'ouvertement macho. Lui, ce qu'il aime, c'est dessiner des bikers et des films faciles, et il va très très bien s'entendre avec Wilson, forcément. Williams, lui, c'est un artiste un peu plus âgé, il est vraiment accompli, et quand il rejoint Mad, il va en fait se servir pour, comme Moscoso et Griffiths, il va se servir de Zap pour expérimenter visuellement. Certaines de ses planches sont de véritables œuvres d'art, avec un style, moi, que je rapproche de celui de Jack Kirby, qui aimait bien dessiner des machines et des systèmes un peu complexes. Ouais, tout à fait. Alors, l'histoire du périodique, elle n'est pas seulement mémorable pour le comics en lui-même, mais aussi pour les pratiques commerciales collectives qu'ils ont développées à l'époque, parce que dès le numéro 2, les 4 artistes travaillant sur Zap, donc Crumb, Moscoso, Griffiths et Wilson, ils vont former un partenariat juridique qu'ils vont appeler Apex Novelties, et ils vont déposer le nom de Zap. On retrouve un petit peu le côté... Crumb, il fait partie de la contre-culture, l'underground, mais il a un côté mercantile. Il aime bien vivre de son art, et il aime bien en vivre. D'un côté, travailler pour l'amour de l'art, oui, mais quand tu t'es déjà fait prendre plus d'une fois pour un con. C'est vrai. Alors là, ça se passe encore avant, parce que là, on est bien avant 1970, donc c'est avant Frix le Cat et tout ça. Hein. Ouais, mais c'est l'album de Janis Joplin est avant. Ouais, ça c'est 68. Ouais, c'est à la même époque. Mais ce qui est assez étonnant avec Crumb, c'est qu'il prenait beaucoup de drogue, il était dans ce mouvement hippie, mais par contre, il garde les pieds sur terre quand il s'agit de l'argent. Mais c'est à son honneur, il a raison, parce que s'il n'avait pas fait, Zap se serait probablement arrêté très rapidement. Hein. Oui, tout à fait. Alors, ils vont conclure un accord avec Don Schenker chez Minprint, qui va accepter de couvrir les frais d'impression et de reproduction. Et surtout, le plus important, c'est que les artistes conservaient leurs droits d'auteur sur leurs comics.
Chacune de leurs planches leur appartenait. Donc en gros, c'est du creator owned. Voilà. Avant que ça existe. C'est exactement ça. Une fois que les ventes de chaque numéro ont payé les dépenses de print mint, les artistes et l'imprimeur se partageaient les bénéfices, à part égale. À part égale, à prorata du nombre de planches qui sont évidemment dans chaque épisode. Ouais. Alors Shelton, Williams et Rodriguez vont également faire partie du partenariat quand ils vont rejoindre l'équipe. Et Rodriguez, lui, il va être impressionné par ça. Il va même dire que la collectivisation, c'est un acte de générosité de la part de Crumb, parce que Crumb, il a fondé le comics tout seul à la base. Hein. Oui, mais c'est du communisme. Ouais, exactement. C'est limite en fait ce qui sera reproché par les instances, on va dire les bonnes mœurs. En fait, c'est des communistes de hippies. Quoi. Ça n'a pas empêché les conflits, par contre. Donc jamais à propos du contenu, parce que chacun était libre de désigner tout ce qu'il voulait, mais plus pour savoir qui pourrait venir contribuer au magazine. Et Crumb a très mal vécu le fait que les autres membres refusaient de voir entrer d'autres artistes, alors que Crumb, au contraire, était très favorable pour pouvoir sortir plus de numéros. Parce qu'au final, Zap va pas avoir tant de numéros que ça. Hein. Quinzaine en tout et pour tout sur 40 ans. Hein. Enfin 17 avec le numéro 0. Ouais. Alors c'est avec le numéro 4 que Zap va définitivement entrer dans la postérité grâce à une histoire de Crumb intitulée Joe Blow, qui est dessinée dans le style Walt Disney et qui mettait en vedette un cadre en col blanc qui, après une dure journée de bureau, aime passer du bon temps avec sa famille, rien de plus normal. Sauf que le bon temps, selon Grover Crumb, c'est plutôt une orgie incestuelle, avec une devise dans l'histoire, la famille qui se rassemble reste ensemble. En gros, le père va expliquer à sa fille comment on fait. Donc l'histoire s'appelle Joe Blow, donc voilà, je te passe les détails. Il l'instruit un petit peu de manière sexuelle, pendant que la mère va faire la même chose avec le fils, et à la fin de l'histoire, le fils et la fille vont aller s'entraîner de leur coin. Donc le but de Crumb, genre, tu parlais de la fameuse famille typique américaine, le but de Crumb, c'était dénoncer l'hypocrisie typiquement américaine autour de la famille parfaite. Surtout que la sienne de famille étant loin d'être parfaite, c'est ça. Quand on lui renvoie la famille de ma sorcière bien-aimée, par exemple, forcément, ça passe mal. Quoi. Ah là, c'est passé très très mal. Alors en plus, à l'époque, Zap ne se vend plus uniquement à San Francisco, mais on le trouve un petit peu partout, dans tous les coins un peu branchés des États-Unis. Donc on le trouve sur la côte est et sur la côte ouest. Et Zap Comics numéro 4 a été ciblé par une application de la loi dans le but de le retirer de la circulation. Les éditeurs Don et Alice Schenkler ont été arrêtés et accusés de publication de pornographie par le service de police de Berkeley. Et en fait, ils vont être sauvés grâce à Simon Lewinsky, qui avait une galerie sur College Avenue à Berkeley, qui avait organisé une exposition des dessins originaux de Crumb, et qui avait été arrêté pour le même chef d'accusation. Mais son cas ayant été jugé en premier, il a été acquitté grâce au soutien au témoignage de Peter Sells, une figure éminente du monde de l'art. En gros, c'est de l'art, on peut faire ce qu'on veut. C'est plus seulement une histoire choquante, c'est de l'art en fait, c'est la ligne de défense au Japon sur le hentai pédophile. Faut dire ce qu'il y a, que ce soit le Shotacon et le Lolicon, qui sont deux styles de manga hentai, donc pornographique. Donc Lolicon, c'est les mangas ou hentai où t'as donc des gamines qui se font abuser sexuellement, et le Shotacon, c'est la même chose avec les petits garçons. D'accord. Et la ligne de défense en fait des Japonais en général, c'est que de l'art, c'est totalement fictif, c'est du dessin, donc il n'y a rien de mal. Alors, après, on est d'accord, pas d'accord. La différence près, c'est que là, le Crumb ne fait pas l'apologie ou ces dessins n'ont rien d'excitant. Ils sont là pour se moquer. C'est la satire. Oui, mais le problème, c'est que ça reste de la pornographie. Là-dessus, ils avaient raison. Là, c'est clair et net. Hein. Et le truc, c'est que la pornographie, t'as beau avoir un message entre guillemets de dénonciation, ça pris au premier degré, ça reste que de la pornographie, malheureusement. Et donc forcément, là-dessus, ils avaient peut-être pas tort de se poser des questions après la censure. Là-dessus, moi, je suis pas partisan de la censure en général. Donc là, encore moins, quoi. Mais le truc, la ligne de défense est toujours actuelle, quoi, on va dire. Ce qui est amusant et étonnant presque, c'est le fait que ce soit les éditeurs ou les distributeurs qui soient attaqués et pas Crumb lui-même. Crumb n'a jamais eu de problème avec ses dessins. Il a eu des problèmes pour les vendre. Les gens qui les vendaient ont eu des problèmes avec la justice, mais lui-même n'a jamais été attaqué. Donc la ville de San Francisco a abandonné les accusations contre Printmint. Par contre, sur la côte est, ça a été un peu différent, et Zap numéro 4 a été la cible de ce qui était appelé à l'époque les unités de morale, et notamment à New York. Et c'est des petits vendeurs qui ont été accusés, eux.
et notamment deux vendeurs de petits kiosques à New York qui sont fait attraper par des flics en civil parce qu'ils vendaient Zap sous le manteau. Ils ont été accusés de propager l'obscénité et ça a donné lieu à des procès qui ont été perdus. Hein. Ouais, quand tu peux pas t'attaquer à l'artiste, tu t'attaques à la distribution. C'est ça. C'est logique. Et comme je disais, ce numéro est devenu culte, notamment grâce à cette histoire de Joe Blow, et le numéro s'est vendu à 50 000 exemplaires, quelques semaines seulement. Donc là, on parle plus d'un tout petit magazine qu'on vend sous le manteau, hein. C'est 50 000 exemplaires, il y a beaucoup c'est ce que vend Spider-Man aujourd'hui, hein. Oui, non, mais le truc, c'est que plus tu fais une mauvaise presse à un titre comme ça, plus les gens qui sont dans l'opposition à la culture dominante vont s'y intéresser. Ouais. Et alors, pendant 2 ans et demi, The Print Meat a continué à réimprimer les 6 premiers numéros de Zap et à les vendre comme des petits pains, hein. En tout et pour tout, ces 6 numéros à l'époque se sont vendus en tout à 1 million d'exemplaires. Ah oui, quand même. Ouais, en 1972, et on en est à 1 million d'exemplaires, c'est énorme. En 73, le numéro 6 sort et se vend toujours très bien, même si à cette époque-là, ça montre déjà le déclin de l'âge d'or du comics underground. Et le collectif de Zap va prendre une pause de 3 ans au milieu des années 70, car à l'époque, Crumb était épuisé par le comics et il s'est lancé dans la musique avec son groupe Robert Crumb and the Cheap Suit Serenaders. Et ils ont produit 3 albums dans les années 70. Et comme Crumb l'a admis lui-même, il était épuisé en fait non seulement par le dessin, mais surtout par la politique interne à Zap. Comme je le disais plus tôt, lui, il voulait en fait lâcher du lest et dessiner de moins en moins et laisser d'autres créateurs rejoindre le collectif. Sauf que les autres n'étaient pas du tout d'accord parce qu'ils voulaient pas partager les bénéfices et encore moins le nombre de pages. Gilbert Shelton, lui, il était d'accord avec Crumb, il voulait une politique plus ouverte, mais les autres n'ont pas voulu céder. Et chacun avait son droit de veto. Shelton, lui, il avait plus une politique d'éditeur. Déjà, à côté de Zap, il avait Rip-Off Press, qui était un éditeur qui est toujours en activité, me semble-t-il. Et le truc, c'est voilà, lui, il avait vraiment une envie de faire découvrir d'autres artistes à tout le monde. Bah, c'est pour ça que Crumb va lancer d'autres magazines après. Hein. Parce que Zap, c'était sympa, chacun avait son mot à dire, ils étaient tous égaux, mais au final, lui, il voulait faire ses trucs à lui. Hein. Ouais, bah oui. Et donc, la publication de Zap va alors devenir plus erratique, parce qu'on a 5 numéros entre 68 et 70, seulement 4 durant toutes les années 70, 3 durant les années 80, 2 durant les années 90, ensuite un seul numéro en 2005 et enfin le dernier ce jour en 2014. Et c'est d'ailleurs dans ce dernier numéro que va contribuer la seule femme qui va contribuer à Zap, c'est Aline Kominsky-Crumb, la femme de Crumb, qui va aider Crumb sur quelques-unes de ses planches. Alors pour conclure, Zap a complètement bouleversé son époque, rejetant ses valeurs, ses principes et ses lois. Et ce fut, on a du mal à s'en rendre compte aujourd'hui, mais ce fut une véritable explosion culturelle. Compte tenu de la longévité de Zap et de son influence étonnante sur le nombre d'artistes encore aujourd'hui, il est amusant de considérer rétrospectivement le jugement rendu lors du procès d'obscénité de 69 sur la côte Est à propos de la vente de Zap numéro 4. Alors c'est assez drôle, hein. Dans le jugement, il est précisé noir sur blanc que le tribunal ne comprend pas en quoi les dessinateurs sont originaux ou comment ils peuvent éventuellement influencer une nouvelle génération de dessinateurs. C'est dans le procès verbal, hein. Ou comment ils montrent une énorme vitalité, entre guillemets. Je pense que ça, ils reprennent les termes que les avocats ont dû utiliser. Alors ce en quoi l'histoire, évidemment, en donnera tort au tribunal. Par contre, toujours selon le tribunal, Zap Comics n'est que de la pornographie hardcore, ajoutant que ce type d'obscénité contient son propre antidote et va finir par devenir un ennui répétitif. C'est là que c'est drôle parce que c'est assez vrai en fait. Zap a continué de manière sporadique pendant 4 décennies, mais la lecture du numéro sorti en 94 par exemple, elle provoque aucun choc sur le lecteur, alors contrairement à ceux qui sont sortis en 69. Et c'est le même genre de bêtises qu'il y a dedans. C'est le problème en fait de la subversion, quoi. C'est en fait à force d'être subversif à tout prix, t'arrives plus à être subversif du tout. En plus, ces auteurs-là, c'était des jeunes hommes qui étaient vraiment au fait de la culture de leur époque et c'est devenu des vieux monsieur et qui ont continué à parler des mêmes choses, hein, des dessiner des bites dans les années 90, ça c'était personne. C'est comme je disais tout à l'heure, hein, c'était d'incroyables rebelles. À l'époque, c'était des baby boomers, et c'était d'incroyables rebelles. Et aujourd'hui, les baby boomers, c'est un peu l'establishment, quoi. Mais quand même, si on prend Zap dans son intégralité, c'est l'une des séries de bandes dessinées les plus importantes de toute l'histoire du médium. Et je pèse mes mots, hein. Pour moi, elle a une même importance que ce qu'a pu avoir Metal Hurlant en France. Ouais. Ah oui, non, mais tout à fait. Hein. C'est vraiment qu'on aime ou qu'on n'aime pas Crumb, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Zap. Tu peux pas contester le statut culte à l'œuvre et son importance historique, quoi. Je comprends que beaucoup détesteront lire
lire Zap Comics et vont détester qu'on parle de Crumb, mais le fait est que c'est quelqu'un d'important et que Zap a été important. Alors, et si on veut lire Zap Comics aujourd'hui, figurez-vous que c'est possible. Que ce soit en anglais, parce que j'ai parlé de Fantagraphics qui a ressorti toute l'œuvre de Crumb en 17 volumes, mais ils ont aussi sorti l'intégrale de Zap. Alors, c'est un coffret qui coûte très cher, je crois qu'il coûte $500. $500, ouais. Alors, ça a l'air d'être très joli, hein. Moi je ne l'ai pas, mais si vous êtes intéressé... Justement, je regardais une interview de Shelton où il en parlait, il disait quand Fantagraphics m'a dit qu'ils allaient vendre ça à $500, je leur ai dit mais qui va avoir $500 pour acheter ça, parce que c'est que des hippies qui vont acheter ça, quoi, ils ont pas d'argent. Puis au final, ça s'est très bien vendu, ouais. Quoi. Alors moi ce qui j'allais dire, on va parler tout de suite de la version française du volume, mais enfin c'est pas exactement ce volume-là qui va sortir en France. La grosse plus-value de ce volume-là, c'est qu'il y a une histoire orale de Zap Comics dans un des volumes. Il y a plusieurs tomes dans un coffret, et dans un des volumes, il y a 5 tomes, ouais, une histoire orale de Zap où tous les intervenants ont été interviewés et racontent l'histoire de Zap. Donc toute la partie que j'ai pu faire là, elle est faite à partir d'extraits que j'ai pu trouver de ce volume. Et donc pour la version française, la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, Spades. Oui. Eh ben parce que c'est un épisode de commande, mais pour lequel on s'est pas forcé de le faire. Non, plus sérieusement, on a été contacté il y a quelques semaines par quelqu'un qui travaille pour les éditions Stara, donc pour nous demander si ça nous intéressait d'en parler. Parce que tout simplement, eux, ils ont pour ambition de sortir l'intégrale de Zap en France. Ça sera une grande première. Donc pour ça, bien sûr, ils vont passer par un crowdfunding sur KissKissBankBank. Donc ça sera à partir d'aujourd'hui, du 14 avril, et ça durera jusqu'au 3 mai 2020. On vous mettra le lien dans le billet et on vous les mettra aussi sur les réseaux sociaux. Ça sera donc ce qu'ils vont nous faire une intégrale en 2 tomes. Donc là, ce crowdfunding-là, ça sera donc uniquement pour le premier, donc des numéros 0 à 9. Et ça va être un bouquin de 520 pages, donc 472 de comics, le reste étant des articles et entretiens. Donc je pense qu'il y aura pas mal de choses intéressantes à lire dedans. Et en gros, connaissant un peu Guillaume qui est venu nous parler de ce bouquin-là, connaissant son travail notamment sur Brigitte Lahaie. Donc il a sorti un bouquin sur Brigitte Lahaie qui est vraiment très bien. Connaissant la qualité de son bouquin, je pense que la qualité va être au rendez-vous. Donc si vous voulez participer, il y aura le lien. Et donc ça sera pour 39 € le volume normal, et pour 99 €, vous aurez l'opportunité d'avoir un des 200 ex-libris signés par Crumb et par Shelton. Donc ça peut valoir le coup si vous êtes fan de ce genre de truc. Tu fais bien de préciser qu'il n'a pas fallu nous forcer longtemps, parce qu'on ne touche rien pour parler de ce volume. Hein. Ah non, c'est vraiment, on a fait, il nous a fait, vous voulez parler de Crumb? Ah bah oui. Crumb, c'est un élément fondateur du comics moderne. Il a eu des répercussions, comme on le disait, d'un côté, il a été responsable du succès des comic shops, parce que les fans de comics underground étaient obligés de se rendre dans les comic shops pour pouvoir les acheter, pour la plupart. Mais voilà, il a eu une énorme influence en dehors du comics underground sur le média en lui-même, notamment le succès des comics underground ont poussé Marvel et DC déjà à envoyer chier un peu le Comic Code Authority. Ça les a obligés à concevoir des nouveaux formats pour pouvoir raconter d'autres types d'histoires, notamment on peut parler de Savage Sword of Conan, qui est en fait un magazine, parce que justement le Comic Code Authority ne permettait pas de parler des aventures de Conan de la manière dont ils l'ont fait, alors que si vous les lisez aujourd'hui, les Conan des années 70, il y a rien qui va vous choquer, mais c'était interdit. C'est vraiment, lui et toute la communauté du comics underground ont permis vraiment de casser les tabous dans l'industrie. Nous, c'est un artiste qu'on aime beaucoup, comme on le dit, c'est thématique, on est peut-être moins fan sur certains trucs, il y a forcément des trucs sur lesquels... Il faut le voir comme un objet historique. Voilà. Et on n'a pas forcément non plus les clés pour comprendre certains trucs. C'est ce que je disais. C'est pour ça que le rédactionnel risque d'être intéressant dans le volume. C'est ce que, par exemple, pour le personnage de Angel Food McSpade, donc qui est une noire africaine ultra cliché, à moitié nue avec un pagne et puis
des grosses lèvres bien lipues. Hein. C'est vraiment le cliché de l'africaine de dessin animé des années 30. Et le truc, c'est que ce personnage-là, il le présente comme ça. Il a été beaucoup taxé pour racisme à l'époque, alors qu'au final, quand on lit les aventures de Angel Foo de Max Payne, c'est pas le côté raciste qui est le plus gênant pour moi. Ouais, ça parle quand même beaucoup de viol, hein, faut être honnête. Je suis pas très fan de ce genre de thématique. Et en fait, le truc, c'est comme lui a expliqué, il dit, il y a absolument rien de raciste dans le personnage. Je ne suis pas raciste. Ceux qui me lisent le savent, et c'est écrit pour des gens qui sont pas racistes non plus. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est le temps a passé, on a perdu ces clés-là. Et c'est vrai que quand tu ouvres, tu fais ça, tu fais waouh, non. Mais voilà, faut y aller avec un esprit un peu plus ouvert. Mais je vous conseille pas le LSD, hein, parce que ça fait dessiner des trucs bizarres quand même. Bref, on va en rester là. Ouais, alors vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, évidemment, et sur notre site, comicsfair.fr. Voilà, et on va se quitter en musique aussi. Alors on va se quitter avec un morceau que Crumb lui-même aurait pu choisir, parce que c'est un de ses artistes préférés. C'est d'ailleurs le morceau de cet artiste qui a inspiré la planche Keep on Trucking, dont il y a ces paroles-là dans le titre. C'est un titre qui s'appelle Trucking My Blues Away par Blind Boy Fuller, un morceau de 1936 qui est un morceau de blues. Alors le morceau date de 1936, donc le son est un petit peu crachotant, mais voilà. Ouais, mais propre, ça serait dégueulasse en fait. C'est ça. C'est ça qui fait le charme. On a un bon son 78 tours, c'est parfait pour se quitter. Allez, ciao. Salut. I got a gal here in this town. She been looking round around. I got a gal in this town. Best looking brown around. She's a strictly tailor made. She ain't no hand me down. Get you trucking with 'em, gonna shoot you down. Keep on trucking, mama. Trucking my blues away. Trucking my blues away. Keep on trucking, mama. Trucking my blues away. Keep on trucking, mama. Till you truck my blues away. I got a gal, she's little and neat. When she starts trucking, man, it's so sweet. Keep on trucking, mama. Trucking my blues away. Trucking my blues away. Keep on trucking, baby. Trucking my blues away, yeah. Keep on trucking, baby. Trucking my blues away. I know a gal, she's long and tall. When she starts trucking, make a little man squall. Keep on trucking, mama. Trucking my blues away. I mean, trucking my blues away, yeah. Make a blind man see. Sure gets good when you're trucking with me. Keep on trucking.